Oyez, oyez, humains du XXIe siècle. Bienvenue sur les podcasts Plus Humains. Les premiers podcasts qui vous parlent des relations conscientes et inconscientes entre l'humain et la machine. Je vous parle de créativité, d'intelligence artificielle, de productivité consciente et de désintoxication digitale. Le transhumanisme, avec son tout technologique, est-il forcément le futur de l'humanité ? Ou bien pouvons-nous vivre mieux tout en préservant nos libertés et nos intégrités physiques et psychiques ? C'est tout l'objet de l'émission Plus Humain, de la lumière et de l'humanisme, ou comment pourrions-nous devenir de meilleurs humains pour transformer demain ? Je suis Anne Macan et je vous embarque avec moi au cœur de la matrice. Salut les humains. Alors aujourd'hui je réponds à l'appel du robot pour vous livrer ma pensée. Rentrons dans le vif du sujet. Avant, les robots ressemblaient vraiment à des robots. Mais ça, c'était avant. Ces robots nous remplaçaient, surtout à l'usine, puis de plus en plus au bureau, et très vite maintenant, il semble qu'ils nous remplacent aussi dans l'artisanat, le commerce et même les métiers artistiques. Les progrès de l'intelligence artificielle vont-ils conduire au remplacement des humains par des machines dans toutes nos tâches ? Quelles sont les évolutions en cours et à prévoir dans 10 ou 20 ans ? Vous allez être très surpris de la réponse. Alors, en 20 minutes, je ne vais pas faire le tour de la question. Mais avant d'explorer ce qui nous attend, il me paraissait important de rappeler que l'objectif de ces podcasts, plus courts que ceux de la radio des visionnaires, c'est de vous sensibiliser, d'interpeller, d'effleurer le pourquoi des choses et surtout le quand des choses, pour que vous puissiez trouver vous-même les réponses avant qu'il ne soit trop tard. Conscience des évolutions à l'œuvre d'une part et libre arbitre d'autre part, ce sont les maîtres mots de la série Plus Humain. Ces podcasts ne sont donc pas des tutos ni des comment on fait pour, bien que j'y partage des expériences parfois, car j'ai l'intime conviction qu'à force de ne s'intéresser qu'au comment et par soif de maîtrise, on s'éloigne à la fois du sens et du cours de la vie, et nous devenons finalement semblables à des automates qui comblent leur vide intérieur par une multitude d'actes de court terme. À faire toujours plus et mieux dans une course insatiable à la performance et à la recherche de perfection, on oublie d'être. Être, non pas seulement dans le monde, mais être le monde, pour mieux le comprendre et évoluer. Ce qui est paradoxal, c'est que plus on cherche à améliorer sa condition par des choix et des actes de court terme, et plus on réduit son horizon et ses libertés. Dans les faits, on réduit ses choix. Il nous faut donc élargir notre ligne temporelle pour comprendre le monde dans lequel on s'inscrit pour vivre mieux et, vous l'avez compris, rester humain, un humain qui exerce son libre arbitre avec âme et conscience. Je n'ai d'ailleurs de cesse de le démontrer dans mes divers podcasts, autant que dans mon art d'ailleurs, c'est juste une obsession. L'avenir se crée, il ne se subit pas. Encore faut-il se poser les bonnes questions et au bon moment. À défaut, c'est inéluctable, les robots nous remplaceront car soyons clairs, ils sont bien plus forts que nous dans le comment. Alors nous y sommes. Chacun croit qu'il n'est pas remplaçable par une vulgaire machine, mais à long terme, on finira tous par y passer. C'est en tout cas ce qu'affirme la majorité des chercheurs dont les études et articles regorgent sur le sujet. Les carnets de la science du CNRS rapportent qu'en 2004, 2 économistes de Harvard classaient la conduite des véhicules motorisés, donc des voitures, parmi les activités qui échapperaient aux révolutions technologiques parce qu'elles exigent de s'adapter à des situations non prévues. Sauf que 6 ans après la sortie de leur livre, en 2010, les Google Cars sillonnaient toutes les routes californiennes. Et depuis, on n'arrête pas le progrès, si j'ose dire. Désormais, tout est techniquement automatisable et même émotionnellement programmable et envisageable. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'avant, l'absence de créativité des robots humanoïdes était un frein à l'automatisation. Or, désormais, avec les avancées en matière d'intelligence artificielle, de sciences cognitives, de nanosciences et surtout la porosité entre les divers domaines d'application de ces sciences, ce n'est plus le cas. Autrefois, je vous le disais en introduction, les robots remplaçaient surtout les emplois peu qualifiés, principalement en usine.
Aujourd'hui, les robots non seulement peuvent remplacer des métiers qualifiés, mais aussi les métiers artistiques, et ce, hors des usines donc, touchant les activités de bureau, de commerce, d'artisanat, l'art, la culture. Aucun métier n'est épargné. Se croire épargné, c'est ignorer l'étendue autant que la puissance des avancées faites en matière d'intelligence artificielle et plus particulièrement ici de robots à forme humaine, appelés aussi humanoïdes. Selon le New York Times, de nombreuses banques américaines, par exemple, développent depuis quelques années déjà des robots advisors, qui sont en fait des logiciels qui gèrent le patrimoine et font fructifier l'argent de leurs clients bien mieux que n'importe quel humain. Au Japon, Watson, la célèbre intelligence artificielle d'IBM, remplace déjà plus d'une trentaine d'employés d'une compagnie d'assurance vie, soit un quart des effectifs. Des algorithmes sont aussi en cours de test pour conseiller juges et avocats à partir de décennies de jurisprudence ou encore pour conseiller des médecins entre 1000 et une tumeurs malignes à distinguer. Chaque jour, de nouvelles prouesses nourrissent les rubriques high-tech des blogs et des webzines, les magazines du web, laissant perplexes les jeunes cadres dynamiques. Pourquoi ? Parce que désormais, même les prêtres ou les chercheurs sont remplaçables. Partout dans le monde, les armées et les polices s'équipent déjà de robots pour faire la part dangereuse ou sombre de leur job. On voit aussi aux USA, en Corée ou au Japon de plus en plus de robots humanoïdes qui s'invitent sur les plateaux télé, voire présentent même le JT. Les peintres en bâtiment également, plus propres, plus fiables, plus précis, plus rapides et surtout plus économiques, plus présents pour ne pas dire jamais absents ni en pause, et plus duplicables que n'importe quel artisan peintre en bâtiment. Un coiffeur humanoïde pourra aussi, grâce à l'analyse poussée de vos désirs, de votre morphologie et de la qualité de vos cheveux, vous proposer et réaliser la coupe de vos rêves tout en vous faisant la conversation, car il se souviendra du moindre de vos échanges et s'adaptera à vos goûts mieux que n'importe quel humain. On peut imaginer qu'il remplace aussi les politiciens, pourquoi pas. Bien que l'obsolescence des systèmes politiques soit plus que consommée au regard des enjeux mondiaux, on s'étonne que les robots ne les aient pas encore remplacés. Aubaine ou catastrophe, aïe, là je sèche. Alors je ne vais pas vous faire ici la liste de tout ce qui est réalisable aujourd'hui, je vous mets juste la puce à l'oreille, une puce symbolique, je vous rassure, et non technologique, pour que vous puissiez aller plus loin si vous le souhaitez et vous faire votre propre avis, forger votre pensée librement. En bref, on peut dire que de nos jours, tout ce qui est routinier ou qui répond à des normes qualité, à des procédures, des protocoles, des codes de conduite ou d'apprentissage, des règles, lois ou règlements, etc., est automatisable et donc remplaçable. Mais pas seulement. À ce stade, je me dis que je comprends mieux pourquoi bureaucratie et technocratie se donnent la main pour mieux nous inonder de paperasse, de formulaires et d'automatismes. Car de fait, tout ce qui rentre dans des cases est facilement automatisable. Et donc, vous comprendrez bien, aisément remplaçable. Plus il y a de normes, plus les chances d'automatisation des tâches augmentent. La conformité et l'uniformité même s'automatisent plus facilement. C'est un acquis. The big technocrat is watching you. Et pour cause. Leur norme, la créativité, posait ainsi problème à nos as de l'intelligence artificielle. J'ai bien dit posait, car effectivement, désormais, nous entrons dans le champ des possibles, notamment avec Aïda et Erika. Aïda est la première artiste peintre robot au monde, née en 2019. Son créateur, l'inventeur et galeriste Meller, l'a baptisée Aïda en référence à la pionnière de l'informatique britannique Ada Lovelace. Il la présente comme la première artiste robot humanoïde ultra réaliste au monde. Et à peine réalisée, toutes les œuvres d'Aïda ont été vendues pour un montant total dépassant le 1 million d'euros. Ce n'est cependant pas une première pour une IA. La maison de vente Christie's avait déjà vendu en décembre 2018 une œuvre créée par un algorithme pour plus de 450 000 euros. Ah, petite précision, inutile de préciser justement que l'argent ne va pas à l'artiste, mais bel et bien au concepteur d'Aïda.
allez tout de même voir ce qu'elle fait. C'est assez bluffant, d'autant que rien n'est programmé et sa créativité est aléatoire. Alors que pense Aïda de tout ça? Interrogée par son créateur, elle a répondu ainsi. Les nouvelles technologies peuvent être source du meilleur comme du pire. Tenter de freiner leur utilisation négative est une grande responsabilité dont nous devrions tous prendre part. Et nous voilà retombés dans la bien-pensance, du style « je sais mieux que tout le monde ce qui est bien pour vous ». Ok, on peut dire que l'IA, donc l'intelligence artificielle, incarne une utilisation négative lorsqu'elle tue, prive ou remplace. Admettons. Considère-t-on pour autant que Aïda est une IA positive? Pas sûr que des millions d'artistes sur cette terre soient du même avis. Plus largement, si l'art ou la culture n'est plus le fait des émotions humaines, des joies et des souffrances des êtres, de leur travail répété, de leurs errances et de leurs erreurs, le tout comme un grand miroir concave de l'humanité et de ses contradictions, à quoi servent-ils? Et puis voici aussi l'arrivée d'Erika, la première actrice humanoïde de l'histoire du cinéma, née au Japon. Cette actrice est capable d'auto-apprentissage, c'est-à-dire qu'elle peut apprendre un rôle, apprendre du monde où elle se trouve et développer en conséquence des dialogues, des mouvements et des expressions adaptées, dignes d'un protagoniste central de film. Bref, c'est une IA auto-apprenante et pas seulement préprogrammée. Là où les acteurs humains puisent finalement dans leurs ressources et expériences personnelles et professionnelles pour jouer, Erika, elle, est à la fois programmée pour cela, donc il y a un apprentissage de base du jeu d'acteur, et auto-apprenante. Son intelligence artificielle s'enrichit au contact des autres IA et des autres humains. Les spécialistes diront que si Erika ne peut pas encore totalement rivaliser avec un acteur, ce qu'on sait de ces IA, c'est qu'elles apprennent bien plus vite que n'importe quel être humain quand même. Le moment où finalement de tels robots seront dans leur jeu d'acteurs d'abord égaux puis supérieurs aux acteurs en chair et en os ne semble être qu'une question de temps. Tôt ou tard, la performance sera remarquable, conduisant jusqu'à son apogée la transformation psychologique et physique d'un personnage. C'est une sale période pour les acteurs. La production de films est paralysée par la crise sanitaire et voici que leur talent est désormais menacé par l'arrivée de robots humanoïdes qui vont incarner, comme Erika, non pas un rôle secondaire, mais un rôle principal dans un long métrage. Le tout sans horaire ni syndicat. On a dépassé le stade des animations et effets spéciaux réalisés par ordinateur, là non? Et quand on demande à Erika ce qu'elle en pense, savez-vous ce qu'elle répond? Les êtres humains ne doivent pas considérer les robots humanoïdes comme des machines. Nous ne sommes pas des machines, mais des partenaires. Ça vous tente? Alors, allons-nous tous être remplacés par l'IA, par ces robots ou robots humanoïdes? Qui seront les perdants de l'automatisation? Nul ne peut prédire l'avenir. Cependant, l'intelligence artificielle est comme un train à grande vitesse que nous nous prenons en pleine figure et au-delà même de ceux qui sont sur les rails, beaucoup sont déjà embarqués, rarement volontairement, dans les wagons de l'automatisation. Quand bien même nous pourrions détourner ce train de sa voie principale, réduire sa vitesse ou même l'arrêter, l'IA fera encore une très longue distance, tant justement les distances de freinage de ce qui est extrêmement rapide et puissant sont longues et bruyantes. Je ne sais pas si ce progrès, entre guillemets progrès, technologique va tuer tous nos emplois et métiers, mais ce qui est certain, c'est qu'il crée et créera toujours plus d'inégalités. On appelle ça la robolution, la révolution robotique. Ces 40 dernières années, les travailleurs les plus qualifiés en ont déjà payé les pots cassés, tandis que les moins qualifiés se sont drastiquement appauvris. Avec la prochaine robolution, les écarts devraient encore se réduire. En se reconvertissant dans des métiers encore préservés, mais pour combien de temps, les cols blancs verront baisser leurs revenus, sauf
les experts en nouvelles technologies, vous l'avez compris. Tandis que les personnes peu qualifiées, dont le travail est encore difficilement automatisable, par exemple un plombier, vont gagner du pouvoir d'achat. Jusqu'à ce que, on imagine, tout le monde soit logé à la même enseigne, plus de travail. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais une multitude de projets très concrets qui s'accélèrent dans le sens de cette robolution. Le seul véritable problème de l'humanité serait alors la répartition des richesses produites. En l'occurrence, produites par les machines. Toujours le même problème qui s'élargit et s'aggrave en fait. D'autant que les richesses se concentrent dans l'antre des GAFAM qui s'accaparent en totalité le produit du travail des machines. En attendant cette révolution totale, une partie des chercheurs, aussi menacés par l'IA, rappelons-le, prônent une taxe sur les machines voleuses d'emploi. Mais production et concentration des richesses obligent, ça n'a rien de révolutionnaire. Cette idée jugée contre-productive est chaque fois retoquée par le Parlement européen et les autres parties du monde. Je l'ai déjà très largement expliqué dans les précédents podcasts, les GAFAM et quelques oligopoles du web de plus en plus chinois se partagent une très grande quantité de richesses et payent très peu d'impôts. Les gouvernements, si tant est qu'ils en aient la volonté et le pouvoir, devraient y réfléchir prioritairement s'ils veulent sortir de ce funeste modèle avant qu'il ne soit trop tard. Dans la négative, seul un nombre suffisant de citoyens éclairés et responsables pourront agir pour rester humains. Dans ce cas, des centaines d'autres questions se posent. Humain, oui, mais sous quelle organisation et selon quel système d'échange ? Le système de concurrence ultra compétitif tel que nous le connaissons devient est obsolète, car quel humain peut concurrencer sérieusement Internet ou un robot ? En effet, dans ce cas précis, il faut bien comprendre que l'on quitte le système ou le régime qui fonctionne depuis la révolution industrielle, celui où la machine-outil améliorait la productivité de l'ouvrier sans le remplacer. De fait, un humain sera moins compétitif qu'un robot qui lui est performant en toutes circonstances, peu cher au regard d'une vie de travail, bossant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, obéissant et corvéable à merci. En comparaison, nous, humains, nous ne vaudrons pas un copec. Nous faudra-t-il inventer en un temps record, c'est-à-dire 10 ou 20 ans tout au plus, un autre système de coopération cette fois-ci, politique, de commerce et d'échanges locaux et internationaux pour casser les monopoles et sécuriser notre intégrité physique, psychique et surtout notre travail ? Serons-nous contraints, nous aussi, de fusionner avec la machine et d'embrasser le projet transhumaniste pour enrayer cette robolution à l'œuvre que nous avons nous-mêmes créée ? Les questions sont infinies. À ce stade, vous vous dites peut-être « Mais bon sang, que font les États ?» Enfin, si vous croyez encore en l'État-providence. Outre les conflits d'intérêts et les liens qui unissent officiellement ou officieusement les États aux GAFAM et aux autres sociétés des NBIC, en réalité, le monde numérique s'est développé si vite qu'on est encore au stade du Far West. Les injustices foisonnent, les États n'y comprennent pas grand-chose pour légiférer correctement et les citoyens sont perdus. D'aucuns vous diront que les humanoïdes, qui ressembleraient à l'être humain tout en étant plus performants que lui, ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, on en est au stade des robots avec une fonction collaborative, une fonction auto-apprenante, voire autonome, du genre Internet puissance 10 000, avec une action physique sur le monde réel. Rien que ça. On vous dira ce qu'on vous a dit avec l'économie, vous vous rappelez ? C'est l'économie qui est au service de l'homme, et non pas l'homme qui est au service de l'économie. Vous en êtes où, vous, avec cette idée, aujourd'hui ? Parce que là, alors qu'au Japon, les robots peu à peu entrent dans les conseils d'administration et que cet humanoïde a priori non totalement abouti remplace déjà peu à peu les vendeurs dans les chaînes de magasins, on vous martèle pourtant, vous, pauvres ignares européens aux mythes archaïques. Pas de panique,
Cette peur du robot est infondée car le robot est là pour collaborer et vous libérer des tâches ingrates. God save the robot. C'est le robot qui est au service de l'homme et non l'homme qui est au service du robot. Impression de déjà vu, non? Et même de déjà expérimenté. Genre le bug du chat noir dans Matrix. Il va donc falloir chercher par vous-même et, dans le doute, développer notre conscience et faire valoir cette logique de précaution, car il y a des progrès, entre guillemets, car cela dépend de quel côté de la barrière on est, qui frisent l'irréversibilité. À moins que vous soyez programmeur, ingénieur ou chargé de la fabrication des robots, il y a tout de même une très grande chance qu'ils vous remplacent. D'ailleurs, selon 2 études menées par les cabinets de conseil Berger et Gartner, 3 millions d'emplois seraient menacés en France par les robots d'ici 2025 et 1 emploi sur 3 sera remplacé par un robot ou une machine intelligente dans le monde d'ici 10 ans. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant la pandémie qui a largement accéléré les choses. Inutile de vous dire que les usines de fabrication de robots vont s'accroître et qu'il y a peu de chances que ça se fabrique en France. Nos emplois valent donc encore moins qu'ailleurs. Ils sont bien plus remplaçables. À nous d'écrire la suite de l'histoire et de ne pas tout accepter par fainéantise, par facilité, par déni ou par confort à court terme qui, somme toute, si vous avez bien écouté, nous coûtera très vite plus cher à moyen et long terme. Il ne s'agit pas non plus d'avoir peur des robots, ce serait ridicule, et servirait votre tête sur le plateau d'un révolutionnaire. Non. Comprenons bien le fond de l'histoire ici. L'intelligence artificielle sera ce que nous sommes avec nos dérives et nos préjugés. Nous leur délèguerons nos tâches et même nos responsabilités, mais auparavant, nous leur léguerons nos travers et nos vices. Elles sont littéralement contaminées par nos préjugés. Le journal du CNRS rapporte que Tay, le chatbot de Microsoft, affirmait sur les réseaux sociaux en 2016 « Les féministes devraient toutes brûler en enfer et Hitler aurait fait un meilleur boulot qu'un singe. Il apprenait seulement en toute autonomie comment parler avec des jeunes. » Entraînée par les internautes qui s'amusaient à la provoquer, l'intelligence artificielle twitteuse a même fini par nier l'existence de l'Holocauste. Bon, alors cette IA a été mise hors circuit par ses concepteurs, mais depuis, on sait que ce ne fut pas la seule IA révisionniste ou singulière. Que se passerait-il si on déléguait à des intelligences artificielles et autres algorithmes des décisions importantes alors qu'elles sont imbibées de nos vices? L'accord d'un prêt, une décision de justice, une décision médicale, une guerre. Qui sera responsable? L'IA? L'humanoïde? Et quand bien même la responsabilité reviendrait à ses concepteurs, allons-nous courir après des GAFAM surpuissants et ubiquitaires? Non. Le véritable danger, c'est nous. Car par ignorance ou par facilité, lorsque nous déléguons les décisions et notre autonomie à la machine, l'asservissement à la machine est bien moins important que l'asservissement à la compagnie privée qui la contrôle. Pensons-y, en conscience. Personnellement, vu qu'on nage en pleine science-fiction depuis ces dernières années et qu'il n'y a plus de frontières entre la réalité et la fiction, je reviens à mes classiques et à mes bons vieux livres papier avec notamment les lois de la robotique d'Isaac Asimov qui aujourd'hui résonnent comme une évidence. Loi numéro 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Loi numéro 3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Au cours de ces récits, l'écrivain finira par rajouter une loi numéro 0. Cette loi placera la sauvegarde de l'humanité avant celle d'un individu. On pourrait rajouter avant celle d'un groupe privé.
Avant de développer autant d'intelligence artificielle humanoïde pour nous assister, nous aider à décider ou nous remplacer, je crois que l'on pourrait remplacer le mot robot par le mot être humain dans ces lois d'Asimov. Ainsi le monde irait peut-être mieux, ou pas d'ailleurs. Loi numéro 1. Un être humain ne peut porter atteinte à un autre être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2. Un être humain doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un autre être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Loi numéro 3. Un être humain doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ça questionne tout autant, non? Récemment, dans ma lettre mensuelle à mes contacts privés, je vous parlais d'un improbable appel mélangeant passé et futur. Un appel du futur antérieur. Nous y sommes. Alors nous ne sommes pas le 18 juin, date à laquelle ce podcast aurait dû symboliquement sortir, parce que la technique m'a joué des tours. Mais le fond y est. Mon appel n'est pas un appel à la résistance, mais un appel à plus d'humanité, et même d'humanisme. Car de notre capacité à travailler nos vertus plutôt que de transmettre nos vices jusque dans le big data, dépend notre futur d'êtres humains. Je vous laisse écrire la suite parce que, quelle que soit l'idée que vous ayez de vos capacités, de vos aptitudes ou de vos pouvoirs, que vous les sous-estimiez ou les surestimiez, soyez-en sûrs, l'avenir vous appartient. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le pour me rendre visible dans la matrice et créer une sorte de brèche dans le bruit technologique du monde. Partagez pour contribuer. Partagez de la connaissance, du sens et de la perspective plutôt que de l'information brute. Demandez-vous pourquoi, demandez-vous quand et partagez. C'est probablement le mot qui nous rend le plus humain. Ici, avec moi, vous êtes un ou une futuronaute, cette personne curieuse et ouverte d'esprit qui scrute le futur pour diriger et améliorer son présent. Une personne qui exerce son libre arbitre avec âme et conscience. Vous êtes un être humain. Plus humain, meilleur sera demain.